I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bonjour à tous et bienvenue dans les décodeurs atlantiques. Tout le monde s'accorde à dire que l'économie marocaine a commencé cette année 2017 sous les meilleurs auspices et que la croissance s'annonce favorable. Pratiquement tous les secteurs ont démarré l'année sur une note positive. Et dans ces bonnes conditions, la croissance devrait terminer l'année autour de 4%. On est loin du rythme de croissance des économies les moins avancées, mais aussi des pays émergents. Une question, le Maroc a-t-il les moyens de ses ambitions de rejoindre le cercle des pays émergents? Et pour en parler avec nous ce matin, Amine Djouri, responsable études et communications au sein d'Inforisque. Amine Djouri, bonjour. Bonjour. Avec nous également Tariq El Malki, enseignant-chercheur à l'ISCAE et membre du Centre marocain de conjoncture, le CMC. Tariq El Malki, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et en deuxième partie, on ne peut pas parler de croissance soutenue sans parler du développement de la PME marocaine. Peut-on parler d'un climat favorable au développement de la petite et moyenne entreprise? Ce sera notre deuxième partie des décodeurs atlantiques. C'est parti. On parle croissance sur Atlantique Radio. Un petit retour en arrière, si vous permettez. L'économie marocaine a connu un rythme de croissance soutenu au début des années 2000, puis une croissance volatile et modérée pour les 15 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'on a raté un virage, Tariq El Malki? Tout d'abord, il faut expliquer un petit peu le contexte dans lequel s'est développé donc les différents cycles de croissance au Maroc depuis les années 2000. Donc il y a eu grosso modo 3 grandes périodes, donc les années 90 où nous étions dans une croissance qui ne dépassait pas sur la décennie 3%. Donc il faut se rappeler, c'était donc la période où on parlait de nécessité de mettre à niveau justement donc le tissu industriel marocain. C'était donc à l'époque où sur le plan également politique institutionnel, donc de grandes réformes de fond donc ont été faites qui ont permis justement l'avènement de la décennie 2000, à travers laquelle donc les différentes politiques sectorielles dans l'industrie et dans d'autres secteurs, on pense à émergence, on pense à l'accélération industrielle qui a justement donc permis au Maroc d'atteindre 5% de croissance sur la décennie 2000. Et puis donc ces 5 dernières années, on assiste justement donc à un repli du cycle où on est autour de 3,5. Donc on revient un petit peu donc aux performances d'avant. Donc ce qui, à mon sens, montre qu'il y a un certain nombre donc d'écueils par rapport à cette croissance où on voit qu'elle est, contrairement à ce que beaucoup d'experts disent, elle reste très volatile, elle reste très erratique et surtout le point noir le plus important pour moi, elle reste très peu créatrice d'emplois. Donc on verra justement qu'on est d'une année sur l'autre, entre 2016 et 2017, on gagne 3 points, entre 1,2 et à peu près 4,3 pour cette année, mais nous verrons que malheureusement, cette performance entre guillemets, elle s'explique essentiellement par les performances du secteur agricole, donc lui-même impacté positivement par la pluviométrie. Donc nous ne sommes pas arrivés, contrairement à ce que beaucoup disent, à cette décorrélation de la croissance marocaine de l'aléa climatique. Donc ça c'est un point extrêmement important. D'abord et ensuite nous avons aussi, on pourra peut-être le développer dans le deuxième sujet, une base industrielle qui, malgré la mise en œuvre de ces différents plans qui restent très étroites. Il faut savoir que la contribution du secteur industriel dans le PIB marocain ne dépasse pas 14-15% depuis 20 ans, malgré la mise en place de tous ces plans, etc. L'autre point noir, c'est que nous avons un tissu industriel qui est très peu compétitif, surtout à l'export. Donc on ne peut pas parler d'émergence si notre tissu industriel, peut-être que si Douili va donner les chiffres réels par rapport
à nos PME exportatrices, on voit que malheureusement, elles restent très peu intégrées à ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiale. Il y a donc un certain nombre d'autres problématiques sur lesquelles nous reviendrons, mais non, nous n'avons pas encore aujourd'hui malheureusement les moyens. Enfin, nous avons les moyens plutôt, mais nous ne sommes pas parvenus à arriver à ce stade de l'émergence que tout le monde appelle de ses voeux. Je me tourne vers vous, Amine Dioli. Pensez-vous que le Maroc a mal choisi son modèle économique ? Alors, mal choisi son modèle économique, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il faille aller aussi loin. Maintenant, il y a différentes études. Excusez-moi, je n'ai pas dit qu'il avait mal choisi. Je dis que le modèle de croissance arrive à son terme. Et il faut un autre modèle de croissance. Par contre, effectivement, c'est ce que disent les différents rapports Banque mondiale. On l'a dit avant OCDE. Les rapports, si je peux me permettre. Non, bien sûr, mais nous n'avons pas attendu la Banque mondiale. Ces rapports ont confirmé effectivement votre diagnostic. Ce que nous disions depuis 10 ans déjà. Merci. Qui est lequel ? Que le modèle marocain a été un bon modèle à un moment donné, qu'il arrive en fin de cycle et qu'il faut de nouvelles idées, un nouveau modèle pour relancer la croissance économique. Alors, pourquoi je pose la question comme ça ? Parce que le rythme de croissance au Maroc reste inférieur à celui des économies les moins avancées, mais aussi par rapport aux économies, aux pays émergents. Donc, il y a un problème aujourd'hui. Oui, je pense qu'effectivement, un pays qui se veut émergent comme le Maroc, son taux de croissance naturel doit être au-delà de 5%. Si on veut effectivement croître et créer de l'emploi, c'est effectivement très 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 important. Je rappelle qu'en France, par exemple, on commence à créer de l'emploi avec 1% de croissance seulement. Ici, l'année dernière, avec 3% de croissance, on n'arrivait pas à en créer ou très très peu. Donc on voit bien qu'on est dans un autre modèle de développement et qu'il faut au moins 4-5% de croissance et une politique économique qui soit performante pour pouvoir créer des emplois. Oui, Tariq Malki, justement, pourquoi, à votre avis, notre économie aujourd'hui et notre croissance n'arrive pas à créer de l'emploi, n'est pas génératrice d'emplois ? Tout simplement parce que pendant la décennie 2000, nous avons tout basé en fait sur la demande intérieure. Donc notre croissance a été artificiellement dopée par le pouvoir d'achat des ménages. Et là, c'est à cette époque-là, rappelez-vous, où nous avons eu donc l'explosion de la balance commerciale, où bien évidemment, donc il fallait que cette consommation des ménages soit absorbée, soit par le marché intérieur qui ne produisait rien ou peu de choses, ou bien donc par les marchés extérieurs, donc à travers les importations. Donc c'est à partir de ce moment-là où véritablement nous avons, ou plutôt à la fin de ce cycle-là, lorsque le pouvoir d'achat donc des ménages a commencé donc à stagner, voire à diminuer, qu'il est apparu nécessaire de mettre en place les jalons d'un nouveau type de modèle de croissance basé là sur ce qu'on appelle les politiques de l'offre, donc à travers donc la mise en place des politiques industrielles. Et moi, il me semble que d'ailleurs, si vous basez sur les différents modèles de développement des pays émergents qui ont eu du succès ce dernier demi-siècle, je pense à Taïwan, la Corée du Sud, la Malaisie, et donc un certain nombre de pays, on ne peut pas développer un pays sans base industrielle forte. Et qui dit base industrielle, c'est bien évidemment donc des emplois qualifiés et qualifiants. Mais pour ça aussi derrière, il faut avoir une politique de l'innovation qui soit donc extrêmement performante. Le Maroc dépense moins de 1% de son PIB en recherche, développement et innovation, alors que ces pays-là dépensent 3-4%. Je veux dire, il n'y a pas de miracle. Sans parler des réformes de fond, le marché du travail, l'éducation, l'environnement des affaires, etc. Donc peut-être qu'on viendra tout à l'heure sur un peu les pistes de réflexion, mais le constat, oui. Donc, un point de croissance au Maroc crée 30 000 emplois à peine. Nous avons besoin, pour absorber la demande qui arrive tous les ans sur le marché du travail, de créer au moins 150 à 200 000 emplois et faire 6 à 7% de croissance par an sur 10 ans. Donc on voit véritablement qu'on en est très loin. Alors il y a un autre chiffre qui a été présenté il y a 2 semaines à peu près par l'OCDE lorsqu'il a fait un rapport multidimensionnel sur le Maroc. La productivité au travail reste faible. Le capital humain ne participe que pour 1% à la croissance annuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Amine Dioli ?
Effectivement, c'est un problème majeur effectivement pour le développement d'une économie. Je rappellerai que le succès d'une économie comme la Corée du Sud repose justement sur l'éducation, la productivité de sa main d'œuvre. Aujourd'hui, on en est loin ici au Maroc. Et effectivement, si on met le point sur les différents mots aujourd'hui qui touchent l'économie marocaine et que l'OCDE avait mis en avant, il parlait de quoi? Il parlait d'éducation, il parlait de gouvernance, il parlait de corruption, il parlait d'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi, donc un problème au niveau de la formation professionnelle. Tous ces points-là sont majeurs aujourd'hui, effectivement, et c'est des points bloquants qui empêchent notre économie d'aller plus loin. Alors en parlant de modèle économique, pour revenir tout à l'heure, je prends toujours ce rapport de l'OCDE qui relève que le Maroc n'est pas doté d'une politique générale du développement à long terme. Est-ce que vous êtes d'accord, Amine Douali ? Alors je pense que l'avis de l'OCDE et des autres organismes internationaux qui étaient à peu près similaires me semble un peu trop tranché par rapport à notre situation. Un peu sévère, oui. Je pense qu'effectivement, nos différents gouvernements, qu'on soit d'accord avec leur politique ou pas, derrière il y a quand même une vision de notre économie, du développement de notre économie avec nos spécificités propres. C'est ça dont il faut tenir surtout compte, et pas des politiques générales qui peuvent être appliquées à tous les pays de manière uniforme. Aujourd'hui, effectivement, il y a des mesures concrètes, il y a des mots effectivement qui sont reconnus. C'est vrai, on n'a pas d'éducation, corruption, etc. Mais après, je pense qu'en termes de modèle de développement, il faut des modèles spécifiques adaptés au Maroc et qui comprennent un modèle de développement propre à notre propre rythme également. Donc, parler de faillite de notre modèle, je pense pas, non. Vous trouvez que c'est sévère? Tariq Malki, vous rejoignez Amine Douali, ces institutions internationales sont un peu sévères quand ils font un peu ce constat? Alors, moi, l'idée que nous avons toujours défendue justement au Centre marocain de conjoncture, c'était que la principale faiblesse justement du Maroc, c'est que nous n'étions pas dotés justement d'une vision économique transverse, intégrée, globale. Et nous avons des politiques sectorielles qui sont extrêmement intéressantes dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le tourisme. Mais justement, moi, à mon sens, ce qui manque à notre pays pour pouvoir véritablement faire un saut qualitatif et quantitatif au niveau de la croissance, c'est cette vision d'ensemble, cette politique économique qui trace une vision sur les 15 ou 20 prochaines années. Or, le Maroc, nous avons une vision extrêmement technique, extrêmement technicienne, extrêmement comptable. Et le meilleur exemple de ce que je dis, c'est la préparation des lois de finances. Nous voyons que les lois de finances sont en total décalage par rapport aux ambitions économiques du Maroc. Si vous voyez... C'est-à-dire, quand vous parlez de décalage... Lorsque vous parlez de croissance, il y a principalement, en ce qui nous concerne, 2 à 3 facteurs qui impactent directement la croissance. J'ai parlé de la pluviométrie, mais les choix de politique économique sont extrêmement importants. Les choix fiscaux d'un gouvernement, les dépenses d'investissement public, de quelle manière les milliards de dirhams investis le sont et pour quels résultats. Et lorsqu'on voit les choix de politique économique qui sont faits à travers donc la loi de finances, notamment ces dernières années, c'est des choix qui rappellent ce qu'on appelle donc l'austérité budgétaire, la recherche absolue des équilibres macroéconomiques. Vous parlez d'austérité budgétaire, alors qu'il y a près de 60 milliards de dirhams d'investissement public chaque année, qui est quand même assez... D'abord, il faudrait voir ces 60 milliards, est-ce qu'ils seront effectivement dépensés, dans la mesure où nous avons attendu quand même 7 mois, nous sommes en fin d'année pratiquement. Il va falloir donc, ces 60 milliards ne seront pas absorbés au niveau de l'exercice 2017. Donc nous verrons ce qu'il en sera en 2018. Mais déjà, nous avons un problème au niveau d'abord des choix donc de politique économique et budgétaire donc qui ont été faits par l'ancien gouvernement. Sans parler donc de ce délai d'attente donc qui va certainement donc pénaliser notre économie. Mais je pars de manière beaucoup plus générale. Les choix économiques et budgétaires faits par notamment donc l'équipe précédente sont en totale inadéquation avec les ambitions économiques du Maroc. Donc d'abord pour tracer une vision économique, il faut déjà, je pense, la première grande mesure à mettre en place, c'est mettre en synergie, en cohérence, en adéquation l'ensemble donc de ces stratégies aujourd'hui, et donc les mettre en place donc à travers un véhicule public
comme ça se fait donc dans d'autres pays asiatiques à travers des outils de planification publique. On parle croissance dans la première partie des décodeurs avec Tariq El-Malki, enseignant, chercheur à l'ISCAE et membre du Centre marocain de conjoncture, et avec nous également Amine Djouri, responsable études et communications au sein d'Inforisque. On le disait en début avant le journal de Karim Droné, le constat est là, le Maroc n'arrive pas à réaliser une forte croissance soutenue et pourtant, selon plusieurs institutions, en tout cas, le Maroc aurait besoin de plus de 7% de croissance annuelle pour réduire la pauvreté et pour créer de l'emploi. Alors, à votre avis, la question fatidique, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour inverser la tendance? Je commence par vous, Tariq El-Malki. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'abord il faut tracer une vision. Et je pense que le gouvernement ou l'État, dans ses multiples composantes, a commencé à le faire il y a quelques années sans le dire. C'est-à-dire passer d'une approche de développement économique basée essentiellement sur la demande intérieure à un modèle de développement économique beaucoup plus, entre guillemets, extraverti, comme on dit en économie, donc à travers donc une meilleure intégration d'une certaine manière des entreprises marocaines aux marchés internationaux, et cela passe par un raffermissement des différentes politiques donc de l'offre qui sont mises en place en ce moment, notamment donc le plan d'accélération industrielle qu'il convient de continuer, de renforcer, d'accélérer et peut-être de réorienter à travers, on y reviendra peut-être, des instruments de financement public dans des secteurs où véritablement le Maroc peut dégager une valeur ajoutée substantielle pour son économie. Donc il y a l'approche écosystème dans l'automobile, l'électronique, l'aéronautique, peut-être qui commence à donner des résultats à votre avis? Donner un certain nombre de résultats. Je pense que il faut attendre, au regard donc des performances du secteur industriel, des prévisions pour 2017, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de branches qui soient considérées comme positive, qui contribue favorablement. Donc il y a le secteur textile et notamment donc le secteur automobile qui commence à donner des résultats en matière de valeur ajoutée. Il y a à mon sens un écueil extrêmement important qu'il ne faut pas édulcorer, c'est le taux d'intégration de nos PME donc à ces secteurs, notamment le secteur automobile, où contrairement à ce qu'on entend ici et là, nous sommes pas du tout à 60%, nous sommes beaucoup plus bas, notamment vers les 35%, oui. Parce que là aussi, il y a un problème de mode de calcul, mais le vrai enjeu pour nos PME, donc on pourra en parler peut-être tout à l'heure, oui. C'est véritablement donc d'améliorer le taux d'intégration à ce secteur. Le deuxième niveau, donc c'est redéfinir le rôle de l'État. L'État doit pratiquer ce que j'appellerais un interventionnisme intelligent. L'État doit être davantage stratège et mieux cibler ses dépenses publiques à travers donc la mise en place d'instruments de financement qui soient innovants, qui permettent aux PME de se développer, notamment les fonds de capital risque, les fonds d'investissement, la mise en place de ce qu'on appelle donc les partenariats publics-privés, donc dans un certain nombre de secteurs, la création d'une banque publique d'investissement. Donc ça, c'est donc des éléments qui sont extrêmement importants. Et pour continuer, le rôle des régions. Moi, je pense que les régions, dans le cadre donc de la régionalisation avancée, pourront également donc être un moteur, une locomotive de développement. Mmh. L'exemple récent, c'est le contrat programme qui vient d'être signé avec la région entre le gouvernement et la région de Bnimlel Khenefra de 60 milliards de dirhams. Donc je pense que le raffermissement de la politique de l'offre, la réhabilitation, la redéfinition du rôle de l'État, le renforcement du rôle des régions, déjà ces trois éléments pris ensemble pourront substantiellement donner des résultats dans les 5-10 prochaines années. Amine Djouri, je me tourne vers vous pour la même question. À votre avis, il y a des mesures à mettre en place en urgence, une priorité plus qu'une autre?
Alors moi je me contenterai de voir aujourd'hui ce qu'il y a sur la table et il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées qui doivent être adoptées et qui ont pour objectif d'améliorer le climat des affaires, notamment tout ce qui est charte de l'investissement. Donc on parlait tout à l'heure du déficit commercial qui pèse sur nos sociétés, sur notre économie et le peu d'entreprises exportatrices. Justement il y a un certain nombre d'aides, de réformes qui visent à davantage aider ces sociétés exportatrices. Le développement de zones franches dans les régions marocaines, les 12 régions marocaines, le statut d'exportateur indirect, tous les avantages fiscaux qui sont offerts à ces entreprises, donc visent justement à les aider à davantage aller vers l'extérieur, sans compter après les différentes aides qui sont mises en place par le ministère du Commerce extérieur. Donc à votre avis, ces mesures auront des retombées les prochaines années, on va le constater? Espérons, je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire si ça marchera à tous les coups, mais je pense que ce sont des mesures importantes et intéressantes à mettre en œuvre pour aider justement ces entreprises qui veulent exporter, ces primo-exportateurs qui aujourd'hui voient qu'il y a un Eldorado en dehors du Maroc, qu'est l'Afrique et peut-être d'autres pays vers lesquels ils aimeraient aller, mais la peur, les problèmes liés à l'information, au financement les freinent aujourd'hui, et donc le fait de leur apporter un certain nombre d'aides, d'incitations fiscales, de l'information, de l'accompagnement, fait que ces entreprises vont franchir le premier pas et vont aller vers cet Eldorado, et peut-être que justement ça aidera à améliorer notre balance commerciale et qu'on ne sera plus un jour dans ce rouge, et que au contraire notre balance commerciale viendra accroître notre croissance. Et brièvement pour conclure, Amine Djellé, pour répondre aussi à notre principale question de cette première partie, est-ce qu'on peut toujours espérer de devenir un pays émergent dans les prochaines années, ambition affichée par le Maroc ces 5 dernières années? Bien sûr, il faut toujours y croire. Alors, le Maroc, en tout cas, on ne reste pas immobile. Peut-être que ce qui est aujourd'hui les mesures qui sont proposées, le modèle qui est proposé, dont on dit qu'il est arrivé en fin de vie. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même cette volonté, cette envie, et quoi qu'il en soit, on n'est pas très loin non plus de ces entreprises aujourd'hui qui sont un peu devant nous en termes de développement économique. Donc oui, il faut rester optimiste, il faut proposer, il faut réfléchir. Après, il y a des mots, il y a des problématiques qui sont primordiales, qui sont l'éducation. Il faudra bien un jour se poser sur cette question de l'éducation. La Corée du Sud, il y a 60 ans, était au même niveau que nous, et avec le développement de son éducation, de sa population éduquée aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. Je pense qu'il faudra déjà se poser sur des problématiques de base, comme l'éducation, comme la formation, comme la gouvernance, avant de pouvoir espérer aller beaucoup plus loin. Tariq Malki, c'est réaliste de dire qu'on peut devenir un pays émergent dans les prochaines années? On peut le devenir à condition donc de se doter donc des moyens nécessaires. Donc j'ai parlé de vision économique tout à l'heure. Donc j'ai omis donc 2 ou 3 points donc qui me semblent extrêmement également importants. Donc pour compléter cette vision, il y a aussi tout ce qui est lié donc à la politique de l'innovation. Le Maroc, force est de constater que malheureusement nous ne sommes pas donc dotés d'une véritable politique de l'innovation qui puisse faire émerger donc un certain nombre de start-up aujourd'hui qui formeront demain donc le tissu de nos PME. Donc un pays qui veut véritablement faire décoller son économie investit au minimum donc 2% de son PIB au niveau donc de la R&D. On a omis de parler également des instruments également donc d'équité et de justice sociale, parce que lorsqu'on parle de modèle de développement, il est économique mais aussi social. Donc il y a toute la dimension lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion, contre les disparités territoriales, et ce qui se passe à Al-Hoceima donc nous interpelle par rapport à ça. Il faut que l'État joue le rôle de stratège, mais également de protecteur, en mettant véritablement donc en place les filets de protection sociale pour les catégories les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les handicapés. La fiscalité également, ça passe donc par une réforme globale au niveau donc de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et surtout donc l'impôt sur le revenu. Et enfin, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans de prochains sujets, la réforme de l'État, donc à travers la réforme donc de l'administration publique, pour faire en sorte que les citoyens et les entreprises donc soient le plus proches possible donc de leur administration pour des raisons donc d'efficacité et d'efficience. Donc tout ça pris ensemble peut nous faire atteindre donc le seuil d'émergence. Donc donc pour résumer, c'est un bilan assez mitigé. Peut-être qu'il faut revoir des choses. Peut-être qu'on est arrivé à un
fin de cycle, mais en même temps, beaucoup de choses ont été faites. Le Maroc pêche par ambition, mais par manque de vision. Donc moi, je pense au gouvernement, s'il a une mission à accomplir, c'est nous doter d'une vision et la mettre en œuvre et se donner les moyens, surtout de la mettre en œuvre le plus rapidement possible, car nous n'avons plus de temps à perdre. Et les événements, encore une fois, le montrent. On n'a plus de temps à perdre. Sur ça, on arrive à la fin de cette première partie des décodeurs. Coup de cœur, coup de gueule. Et tout de suite, le coup de cœur, coup de gueule. Amine Djouri, un coup de cœur ou un coup de gueule ce matin ? Alors un coup de cœur, je regardais hier une émission très intéressante. Parfois, pour lutter contre le chômage, les idées les plus simples sont parfois les plus intéressantes, les plus performantes. Une école en France qui s'appelle, à Paris en tout cas, qui s'appelle Simplon, prend des jeunes chômeurs sans aucune formation et les forme en quelques mois au décodage informatique, parce qu'ils se sont rendus compte que l'informatique, effectivement, tout le monde était demandeur de ce type de profil. Ces personnes alors c'est gratuit, c'est intéressant parce que en quelques mois, ils sont capables de trouver un emploi. 80% des personnes qui sortent de ces écoles trouvent un emploi immédiatement dans le décodage informatique. Donc c'est une idée simple qui va être dupliquée dans beaucoup de villes en France. Une idée simple qui permet facilement d'être en adéquation par rapport aux demandes du marché et de trouver facilement du boulot et améliorer le taux de chômage. Oui, c'est une bonne idée. Tariq El-Malki ? Je serais peut-être un peu plus, malheureusement, plus sérieux, ou peut-être plus circonspect. Bon, c'est ni un coup de gueule, ni un coup de cœur, c'est un souhait. Donc le Maroc traverse véritablement une crise que je qualifierais d'économique, de politique, assez sociale surtout, donc assez forte, qui crée donc un climat, donc un environnement peu propice, notamment à l'investissement. Donc lorsqu'on sait que tout ce qui est lié à l'attractivité d'un pays en matière d'investissement, il y a donc la confiance, donc qui est un paramètre extrêmement important. Donc j'émets le souhait que le prochain discours royal dans quelques jours sera donc de nature à justement nous donner ce cap, cette vision dont nous avons besoin, une sorte de feuille de route qui sera également donc de nature à absorber les personnes ici et là qui pompiers pyromanes, que j'appellerais pompiers pyromanes, qui attisent des sortes de haine, des germes de la discorde dans certaines régions du pays, poursuivant des agendas différents. Donc tout ça, le Maroc n'en a pas besoin, et donc j'en appelle, c'est un espoir. Voilà, c'est un souhait, c'est un coup de cœur, c'est un souhait. Ça sera de nature à apaiser les esprits et à nous donner donc un cap pour au moins les 10 prochaines années. On arrive à la deuxième partie des décodeurs. On parlait de croissance dans notre première thématique. L'entreprise est justement au cœur du développement économique. On propose donc un focus sur la PME dans cette deuxième partie. La PME Maroc, les contraintes de développement, mais aussi peut-être les dernières réalisations. La PME qui a un fort potentiel d'exportation, qui peut apporter une réponse aussi à l'emploi et soutenir la croissance justement. Alors Amine Djouri, pour commencer, certes, ce n'est pas facile pour résumer en 2 minutes ou 1 minute, mais est-ce que, en général, est-ce que le climat des affaires aujourd'hui au Maroc est favorable pour la promotion de la PME, à votre avis ? Alors, favorable pour la promotion, j'en sais rien. Honnêtement, par contre, c'est beaucoup plus dur pour la PME de manière générale. Le climat est beaucoup plus difficile. J'ai parlé récemment des chiffres de défaillance au premier semestre 2017. L'essentiel aujourd'hui de nos défaillances concerne les TPME, avec toujours les mêmes problématiques en amont et en aval. En amont, toujours cette problématique de délai de paiement, et en aval, la problématique de financement. Donc l'entreprise se retrouve, en tout cas la TPME se retrouve coincée entre ces deux bouchons que sont les délais de paiement et le financement de ces délais de paiement, de cette trésorerie supplémentaire.
Et donc, tant qu'on n'a pas résolu ces problématiques, et bien évidemment, on assistera toujours à cette hausse constante des défaillances d'entreprise. Donc, si je rentre maintenant dans le détail, la question des délais de paiement, on voit clairement que ça fait depuis 2010, on voit que ces délais ont fortement augmenté. On est aujourd'hui pour la PME à plus de 5 mois et demi. Donc hausse constante depuis 2010, contre 10 mois pour la TPE. Malgré la loi qui est entrée en vigueur, paradoxalement. Mais la loi ne rentre en vigueur, elle a été adoptée il y a 2012. Il y a un an. Non. La première loi en 2012, ça a été un échec total. Il y a eu une nouvelle mouture qui a été adoptée en 2016, mais l'entrée en vigueur ne sera qu'à partir de septembre de cette année. Et puis pour la partie de l'administration, qui concerne les entreprises publiques, l'entrée en vigueur ne sera qu'à partir du 1er janvier 2018. Donc pour l'instant, on peut rien mesurer. On peut juste souhaiter que cette fois-ci, la nouvelle mouture a été mieux calibrée que celle qui a été adoptée en 2012 et qui n'a donné aucun effet. Dans quel sens mieux calibré? Au niveau des sanctions, plus persuasives justement? Alors effectivement, pas la sanction, mais les pénalités déjà. Il faut être clair, les pénalités à l'époque étaient extrêmement faibles. Quand l'entreprise devait choisir entre un crédit interentreprise qui lui revenait quasiment rien et le financement par crédit bancaire qui coûtait beaucoup plus cher, évidemment l'entreprise qui a fait son calcul s'est orientée davantage vers le crédit interentreprise, a fait supporter sur son fournisseur ce montant, ce crédit interentreprise, qui lui-même l'a reporté, et on a eu un effet domino qui a été fatal pour un grand nombre de nos entreprises. Donc évidemment, il y a une corrélation directe entre délai de paiement et défaillance d'entreprise. Ça, c'est le premier effet. De l'autre côté, on a la question du financement. Aujourd'hui, 80% des demandes de crédit sont... on demande des garanties. Quel type de garanties? Des garanties réelles, des cautions personnelles, des dirigeants, ou des sûretés mobilières, c'est-à-dire sur les nantissements de fonds de commerce. Et là-dessus, ça restreint de manière drastique l'accès au financement. 50% de nos PME aujourd'hui ont accès au crédit bancaire. Amine Delay, si vous permettez, on reviendra sur ce point, sur le financement. Je me tourne vers Tariq Malki. À votre avis, aujourd'hui, la PME est essentielle dans le développement économique, justement, dont on parlait tout à l'heure en première partie? La PME, c'est le cœur battant de l'économie marocaine. Et le paradoxe que j'aimerais souligner pour faire le lien avec le sujet précédent, donc le Maroc mise beaucoup sur l'industrialisation. Si on prend quelques chiffres, au-delà des chiffres qui sont connus, donc les PME, c'est à peu près 93% du tissu industriel. Avec les TPE, oui. Avec les TPE, c'est à peu près 30% des exportations, 46%, donc on est à peu près à 50% des emplois formels, bien évidemment, 33% d'investissement. Mais si vous considérez la répartition sectorielle, c'est là où pour moi le paradoxe réside. La majorité des PME sont concentrées dans le secteur du commerce, de l'immobilier et des BTP. Des secteurs qui sont très peu créateurs de valeur ajoutée. À peine 10% des PME sont dans les industries de transformation. Donc comment vous voulez développer votre industrie lorsque déjà les PME en tant que telles refusent d'aller vers des secteurs qui sont véritablement porteurs de valeur ajoutée? Refusent ou n'ont pas le choix? Elles refusent. Est-ce que c'est délibéré? Pas le choix, certainement. Mais quand même, je tiens à rappeler que par rapport à l'environnement des affaires, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Si on revient aux années 2000, il y a eu quand même la charte de la PME qui a été édictée, qu'il faut d'ailleurs, à mon sens, revoir, parce que vous avez parlé de charte d'investissement qui vient d'être promulguée par la loi, mais quid de la charte de la PME et du fameux Small Business Act, dont tous les gouvernements successifs depuis 2007, il me semble, parlent de cette nécessité de mettre en place un Small Business Act, une sorte de pacte de compétitivité pour booster un petit peu donc les PME marocaines au niveau des délais de paiement, au niveau de tout ce qui est simplification réglementaire, au niveau de l'accès au financement. Tout ça, peine à exister sur un plan d'une certaine manière
institutionnelle. Il y a eu la création du CNEA, le fameux Conseil national de l'environnement des affaires. Bon, tout cela est de bon augure. D'ailleurs, ça a été soumis à validation d'une certaine manière de l'OCDE, qui a fait une sorte de validation de la compétitivité des PME marocaines, il me semble, en 2014, qui considère qu'il y a des avancées notables, notamment au niveau du cadre institutionnel, donc les éléments que j'ai rappelés, qui s'inscrivent dans une sorte de convergence avec ce qui se passe dans l'Union européenne, mais il y a des écueils qui manquent, qui sont quand même assez graves, qui sont de nature à porter préjudice à cette compétitivité. J'en citerai 3 ou 4. La question de la compensation industrielle qui est posée par le patronat marocain à juste titre et qui devrait obliger à travers une loi tous les grands groupes internationaux qui réussissent à s'implanter au Maroc ou à travers donc des appels des marchés publics internationaux. On devrait donc à travers une loi d'une certaine manière les obliger à investir ou à faire bénéficier l'économie marocaine de ce qu'on appelle le transfert de technologie, soit transfert de technologie direct, soit des investissements directs. Ça serait de nature je reviens vers vous sur ce point pour la compensation industrielle, c'est très terminer. important. Le deuxième point important, c'est les partenariats publics-privés. Il y a une loi aussi qui a été promulguée il y a une année, je pense, et cette loi sera de nature à renforcer accompagner la création de grands groupes marocains et autour d'eux l'éclosion d'un tissu de PME qui pourrait donc également bénéficier d'un effet donc de synergie avec les grands donneurs d'ordre internationaux, notamment dans le secteur automobile, à travers une meilleure intégration. Tariq Makki, excusez-moi, mais on a 4 minutes pour conclure, donc je reviens vers vous. En 2 minutes, ou 1 minute, me dit notre réalisateur. Pour conclure, malheureusement, on n'a pas eu le temps de développer un peu plus cette partie, mais Amine Djoli, vous alertez beaucoup sur le délai de paiement. Est-ce que, à votre avis, ces PME, ces entreprises ne peuvent pas se concentrer sur d'autres volets de développement si ce problème se pose aujourd'hui? Parce que ça vous tient vraiment à cœur cette problématique. Ça me tient à cœur, mais je pense à juste titre. C'est-à-dire que si on se focalise pas sur l'essentiel, parce qu'aujourd'hui pour moi c'est le point bloquant, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas se focaliser. Si elle n'arrive pas à faire rentrer de l'argent pour payer ses charges courantes, comment va-t-elle faire pour demain investir dans l'innovation? On peut pas parler de technologie. Voilà, justement. Exactement. Comment on fait pour investir dans l'innovation? Comment on fait pour investir, penser à l'exportation, etc. Si déjà on n'arrive pas à récupérer son propre argent et déjà payer ses charges courantes, comment on fait? Il faut commencer par le vital, le primordial, avant de penser au reste. Oui. Je me tourne vers vous, Tariq Makki, pour finir. Peut-être vous avez parlé tout à l'heure. Juste pour répondre à mon collègue et ami. Et on va finir sur ça dans ce cas. Comment on fait justement pour booster l'innovation? Il y a un instrument qui marche très bien dans les pays développés, c'est le crédit d'impôt recherche. Donc c'est d'une certaine manière récupérer donc une partie de ces impôts et les réinvestir donc dans des dépenses donc liées à l'innovation et à la recherche. Un instrument mis en place par les banques ou par l'État? Non, c'est un instrument mis en place par l'État, donc à travers justement les lois de finances une loi de finances finalement elle sert à quoi? C'est un instrument qui est au service d'une politique économique et sociale qui doit booster la croissance à travers la demande et à travers l'investissement. Pour on va dire promouvoir l'investissement privé, notamment donc dans les secteurs à forte valeur ajoutée, il faut soutenir l'innovation à travers des instruments qui ne coûtent rien à l'État et qui pourront justement faire gagner à ces entreprises des marges substantielles. C'est donc le fameux crédit impôt recherche. Et tout ce qui est lié au financement, là l'État doit mettre, si j'ose dire, la main à la pâte en créant donc des véhicules financiers. On a parlé de la Banque publique d'investissement. Là aussi, il faudrait donc se pencher sérieusement sur ça. Des fonds d'investissement ou des fonds de capital risque en PPP. Et on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a toute la question d'informel. Oui, ça mérite en tout cas développement qui est aussi très grave et qui porte préjudice à la compétitivité de nos PME. Donc ça mérite, à mon sens, une émission dédiée. Beaucoup d'idées justement à développer, peut-être dans nos prochaines émissions. Amine Djoli, responsable études et communications au sein d'Inforisque, et Tariq Makki, enseignant-chercheur à l'ISCAE et membre du Centre marocain de conjoncture. Merci à vous. Merci.